Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 chrono en ce lundi 3 mars. Au sommaire de cette émission, de l'athlétisme avec les championnats de France de cross qui se sont déroulés ce week-end à Challans, du basket avec le début de la deuxième phase de National 1 masculine, mais aussi la victoire de Montaigu en National 2, du football avec la division 3 féminine et la Roche ESO face à Brest, du hockey sur glace avec le début des playoffs en division 2 et puis de la voile avec une nouvelle arrivée sur le Vendée Globe. 85 chrono, ça commence maintenant. Et on débute donc avec l'événement sportif du week-end en Vendée, les championnats de France de cross qui avaient lieu samedi et dimanche à l'hippodrome Éric Raffin à Challans. Près de 4500 athlètes répartis dans différentes catégories. Sur le cross long féminin, sur un parcours de 8990 mètres, la course a été dominée par Léonie Perriot du club Racing Multi-Athlon. Elle s'est imposée en 31 minutes et 4 secondes avec 18 secondes d'avance sur la Bretonne Marie Bouchard de l'Iroise Athlétisme. Blandine Lirondelle du club Alençon Running complète le podium. Léonie Perriot à qui la Vendée réussit puisqu'elle avait décroché le titre national junior en 2011 à La Roche-sur-Yon. Elle monte enfin sur la première marche du podium en senior après avoir terminé 2 fois deuxième en 2018 et 2024. Celle qui est également championne de triathlon succède à la Choltaise Cécile Jarousseau, absente pour cause de blessure. On écoute la nouvelle championne de France. C'est mon premier titre chez les seniors, donc j'avais déjà fait 2 fois deuxième. Donc c'est vrai que j'avais un peu l'ambition là, d'aller chercher un titre chez les plus grandes, sachant que la forme a l'air d'être plutôt bonne en ce moment. Donc j'en ai profité. Après, c'était pas forcément le scénario de course que je m'étais dit. Je voulais partir vraiment plus prudemment parce que j'avais vu durant la matinée que les athlètes qui étaient partis un peu trop vite, ils l'avaient payé. Mais ma foi, les sensations étaient plutôt très bonnes, donc je me suis dit, allez, je la tente ainsi. Ça reste un titre de championne de France déjà, puis c'est un titre qu'en effet que j'ai eu mis à 13 ans, donc c'est cool de l'avoir de nouveau 13 ans après. Je suis très contente de gagner en indiv. On espérait gagner par équipe, je suis pas sûre que ça passe apparemment. Mais en tout cas, c'est une super ambiance, c'est cool. Ça change du triathlon et maintenant ma place au triathlon est finie, mais la saison d'athlée. Et ensuite, sur le cross long masculin, comme sur le féminin, c'est un sociétaire du Racing Multi-Athlon qui s'est montré le plus fort. Félix Bourg a bouclé les 9840 mètres en 28 minutes et 47 secondes. Il a devancé de 19 secondes le Dijonnais Fabien Palco. À la troisième place et à 28 secondes du vainqueur, on trouve Étienne Daguinos de l'US Talence. Là aussi, Félix Bourg a dominé la quasi-totalité de la course, en courant derrière un autre coureur kényan de son club Racing Multi-Athlon. À noter également quelques belles performances pour les Vendéens dans les autres catégories. Chez les Masters 1 et plus, l'Athlé Bocage Vendée termine deuxième par équipe, grâce notamment à la troisième place décrochée par Brice Daubord. Et à noter également la performance d'Oscar Thébault, le coureur de l'OVA qui termine vice-champion de France Espoir. Ouest Vendée Athlétisme qui décroche le bronze par équipe. On va écouter la réaction du nouveau champion de France de cross-long masculin, Félix Bourg, au micro de Thibaut Grasset. C'est vrai que j'ai la chance cette année d'avoir un parcours comme je les aime, un parcours pour pistards, très peu de boue, beaucoup de relance. C'est des parcours sur lesquels j'ai très souvent fait la différence dans ma carrière de crossman. Et aujourd'hui, je voulais en profiter parce que c'est vrai que ça faisait 4 ans que j'avais de la boue jusqu'aux hanches. Donc non, aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir pu aller chercher ce titre qui manquait à mon palmarès. Et vraiment, je voudrais le dédier à Roger Abémont, coach emblématique de la SPTT Nancy, qui est décédé malheureusement il y a 2 semaines. Et j'espère que de là-haut, il a pu apprécier cette belle course et que j'ai pu lui rappeler de beaux souvenirs, quoi. Aujourd'hui, c'était un très beau plateau et ça fait plaisir de pouvoir gagner devant des athlètes de cette envergure. Ouais. Après, il ne fallait pas que ce soit trop lent non plus et que ça arrive au sprint parce que forcément, j'ai pas les fibres de pistard en ce moment, mais non, du coup, l'idée, c'était vraiment de me détacher le plus tôt possible pour pouvoir prendre mon propre rythme et je savais qu'avec toutes les relances, à force de réattaquer dans tous les virages, ça allait finir par lâcher derrière et la stratégie a été payante. Ouais.
On ouvre maintenant une page basket avec la Nationale 1 masculine. Tout d'abord, c'était le début de la phase 2 ce week-end, avec dans le groupe A les 7 meilleures équipes de chacune des 2 poules de la première phase qui sont regroupées en conservant les résultats de la phase aller. Et donc pour ce début de la phase 2, Challans s'est imposé face à Lionceau 79-77. Le VCB est 4e au classement. Victoire également pour les Sables d'Olonne face à Saint-Vallier 89-82. Les Sablais 7e. Lors de la prochaine journée, Challans se déplacera à Mulhouse et les Sables y ont affronté l'équipe de Saint-Chamond-Andrézieux. À l'étage en dessous, en National 2 masculine, c'était la 17e journée samedi soir. Et dans la poule B, Montaigu-Vendée recevait l'Avenir Cérélousien Colombin Orsarrois à la salle de sport de Saint-Georges de Montaigu. 4 victoires au coup d'envoi pour les Montacutins, 10 pour la formation des Landes. Les Vendéens en jaune dominent le premier quart-temps qu'ils terminent avec un avantage de 5 points, 27-22. La rencontre s'équilibre et Orsarieux parvient à réduire légèrement l'écart dans le deuxième quart-temps. Il n'est plus que de 3 points en faveur de Montaigu qui mène 46-43 à la mi-temps. Au retour des vestiaires et grâce notamment à une solide défense, Montaigu reprend le dessus et s'échappe au tableau d'affichage avec un écart qui atteint les 14 points. Il est finalement de 8 unités à l'entame du dernier quart-temps, 67-59. Dans les 10 dernières minutes, l'adresse n'est plus au rendez-vous côté vendéen et les Landais parviennent à revenir à hauteur. Ils égalisent à 20 secondes de la fin du match, 82 partout. Mais Montaigu-Vendée parvient tout de même à arracher la victoire dans les derniers instants sur lancer franc. Score final 84-82. Une victoire importante pour le MVBC qui a pris sa revanche sur une équipe qui occupe la première partie de classement. On écoute les 2 coachs au micro de Dorian Boudzenec. On fait un bon début de match, on est bien, voilà, on met du rythme, on est dans les consignes, on a de l'adresse. Après, effectivement, deuxième mi-temps, on tremble un petit peu, plus 12, là, on commence on s'arrête un peu de jouer, eux ont un gros temps fort. Après, on a le mérite de ne pas lâcher quand on est mené à la fin. Voilà, hein, on est allé la chercher en équipe, là, donc ça c'est bien. C'est important à domicile là, pour le maintien. Donc aujourd'hui satisfait. Bon, la fin de match est un peu chaotique, mais je peux comprendre la frustration de Rémi. Hein. Après, on l'a vécu aussi dans l'autre sens. Le mérite qu'on a, c'est que on n'a pas lâché à -5 là, 1 minute de la fin et on va chercher un succès ô combien important pour le maintien. Là, c'est des victoires qu'il faut savourer et on rejoue à la maison la semaine prochaine. Il faut qu'on essaye d'enchaîner et puis de continuer sur cette dynamique. On est bien là depuis quelques mois, donc il faut capitaliser là-dessus. Ce que je regrette ce soir, c'est qu'on n'est pas récompensé de nos efforts. Et ce que je regrette fortement, c'est que ce n'est pas les joueurs qui aient décidé du match. Ce soir, il y a 4 coups de sifflet consécutifs qui sont vraiment inadmissibles, consécutifs qui leur donnent le match. Après, que les joueurs de Saint-Georges nous battent, j'ai pas de problème avec ça. Que ça soit l'arbitre qui décide du sort de match, ça me pose un gros problème. Et pourtant, je fais jamais ça, mais là, c'est trop problématique, c'est trop énorme pour être vrai. Le deuxième problème, c'est que quand on est repassé devant, on n'a pas assez verrouillé. Mais malgré ça, voilà, on fait un bon match. Et au classement, avec 5 victoires pour 12 défaites, Montaigu est 12e. Le prochain match, ce sera samedi prochain, de nouveau à domicile face à Adourdax, qui est en 3e position. Et puis du côté de la Nationale 2 féminine, à l'occasion de la 16e journée, l'équipe de La Roche-sur-Yon Espoir s'est inclinée à Avrier 66-46. Avec une seule victoire, les Lyonnaises sont décrochées à la dernière place et elles recevront Gimont samedi prochain. Du football maintenant, avec tout d'abord un mot de la Coupe Gambardella et un 8e de finale qui était historique pour l'équipe du Poiré-sur-Vie ce dimanche. Les Genoux accueillaient Dijon, mais pas d'exploit pour l'équipe du Poiré au stade de Lidonnière. Les jeunes Genoux se sont inclinés sur le score de 3-0. Du côté du championnat de National 2, on jouait plusieurs matchs en retard ce week-end. Carton des Herbiers à domicile face à Saumur, 6-0. Le VHF 4e à 7 points du leader Saint-Malo. La Roche-VF, qui avait été battue mercredi dernier à Saumur 1-0, a fait match nul à domicile face à Avranches 0-0. Les Lyonnais sont 12e. Et puis enfin, le Poiré-sur-Vie s'est incliné sur son terrain face à Dinan-Léon 2-1. Le Poiré 16e et dernier avec un match en retard. Vendredi prochain, la Roche-VF se déplacera à Granville. Samedi, les Herbiers accueilleront Châteaubriand et le Poiré sera opposé à Saint-Malo.
On passe au foot féminin avec la division 3 féminine, la 13e journée. Et l'équipe de La Roche ESO, qui restait sur 4 matchs sans victoire, accueillait ce dimanche le Stade brestois en position de relégable. Ça se passait au stade de Saint-André-d'Ornay. À la 7e minute, première occasion pour La Roche, mais Bourbon manque sa reprise. Puis c'est au tour d'Ilona Pierre-Jean de tenter sa chance de loin, sans problème pour la gardienne. La Roche ESO de nouveau dangereuse sur cette action, mais Eline Moreau ne parvient pas à reprendre le ballon. On va retrouver Eline Moreau à la 25e minute. Elle obtient un coup franc. Il est frappé par Pierre-Jean et dévié par la Brestoise Girardot dans les filets. Ouverture du score de l'ESO. Les Bretonnes tentent de réagir, mais sans se montrer vraiment dangereuses. 1-0, c'est donc le score à la pause. En début de seconde période, les joueuses d'Anthony Gauvin ont l'occasion de faire le break à la suite d'un coup franc, mais la frappe d'Emma Guyard est légèrement trop croisée. Nouvelle occasion avec Alison Louison, dont la frappe est détournée en corner par la gardienne brestoise. Et c'est finalement sur une erreur de cette gardienne que l'ESO parvient à doubler la mise sur un ballon qui semble assez anodin. Anna Pissard n'arrive pas à le maîtriser et il termine au fond des filets. 2-0 pour l'ESO. Un peu plus tard, la reprise de Yama Lelo n'est pas cadrée. La Roche ESO qui termine la rencontre à 10 à la suite du carton rouge reçu à la 75e minute par la gardienne Aïssatou Liberge pour cette intervention hors de sa surface. Et avec Emma Guyard dans les buts, les Vendéennes conservent leur avantage face à des Brestoises trop inoffensives pour espérer revenir. On va écouter la réaction du coach de l'ESO, Anthony Gauvin, le coach de Brest n'ayant pas souhaité s'exprimer. C'est ce qu'on voulait. Après 2 défaites, après 2 matchs nuls et une défaite, on voulait retrouver la victoire. Donc c'est ce qui a été, l'objectif a été atteint. Après, je pense qu'il y a une bonne entame de match. Pendant une demi-heure, on a fait un gros début de match. Et puis ensuite, il y a un peu de fatigue, un peu plus de l'adversaire aussi revient aussi. Et donc voilà. Et après, ce deuxième but aussi qui arrive sur une erreur de la gardienne. Mais je pense que sur l'ensemble du match, on mérite largement cette victoire. Donc voilà, et puis à la fin, une petite frayeur aussi avec la gardienne qui se fait expulser. Donc on se retrouve à 10 pendant un bon quart d'heure. Donc voilà, mais on n'a pas pris de but. Et c'était ça aussi qui était intéressant, qui était très positif aussi. On avait un peu de marge sur la situation, mais on a changé des joueuses, il y a des joueuses fraîches qui sont rentrées et qui ont apporté aussi cette énergie-là. Donc voilà, mais on sent un groupe qui est motivé, qui est concerné et qui a envie d'avancer. Donc c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On a eu des matchs compliqués, c'était pas des matchs faciles, mais voilà, il fallait absolument gagner aujourd'hui. C'est une équipe sur laquelle on avait perdu au match aller, donc je voulais aussi qu'on rattrape cette erreur-là, et donc c'est ce qui a été fait et bien fait. Propos recueillis par Dorian Boulzenec. Au classement, l'ESO est 4e, à 7 points du leader Auxerre et à 5 points de Roubaix 2e. Prochain match le 16 mars avec un déplacement à Sarcelles. On jouait également en handball ce week-end en National 2 masculine. Lors de la 15e journée, Pouzauges s'est imposé face à Falaise 34-28. Le PVHB 3e au classement. Et puis en ring hockey, c'était les quarts de finale retour de la WS Cup, compétition de Coupe d'Europe. Les Lyonnais de la Vendéenne se sont inclinés chez les Espagnols de Lleida 6-0. Déjà battu 8-3 au match aller, la Vendéenne donc sort de la compétition et va se concentrer sur son quart de finale retour de Coupe de France samedi prochain à Mérignac. Des images de hockey sur glace maintenant avec le championnat de Division 2 et le début des playoffs avec les 8e de finale aller. Ce samedi, le Hogli, l'équipe de La Roche-sur-Yon, recevait Courbevoie. Les Lyonnais en noir ouvrent le score à la 2e minute grâce à Artem Garifulin. Ça fait 1-0. 5 minutes plus tard, le Hogli double la mise avec un but de Mathias Lalanne. 2-0 pour les Lyonnais. À la 9e minute, les Aigles de La Roche-sur-Yon enfoncent le clou. Garifulin signe le doublé et porte le score à 3-0. 14e minute, c'est Courbevoie qui trouve le chemin des filets pour la première fois grâce à William Prudent. 3-1 à la fin du premier tiers-temps. Et dans le deuxième tiers-temps, il faut attendre la 28e minute pour voir un nouveau but du Hogli signé Moksantchev. 4-1. Courbevoie inscrit un deuxième but par Peltonen. Ça fait 4-2 à la fin du deuxième tiers-temps. Dans le dernier tiers-temps, le Hogli parvient à reprendre 3 longueurs d'avance grâce à Camille Rajnoa. 5-2 à la
54e minute. Moins de 3 minutes plus tard, Courbevoie réduit de nouveau l'écart avec Alex Douville, 5-3. Et à 1 minute 20 de la fin du match, l'équipe de La Roche fait lever une dernière fois son public avec un but du capitaine Andrew Donald. 6-3, c'est le score final. Les deux équipes se retrouveront à Courbevoie samedi pour le match retour et éventuellement un troisième match le dimanche. On écoute les deux entraîneurs. On a bien rentré dans les matchs. Après, on a pris quelques pénalités qui nous ont coupé les jambes un petit peu. Mais il y a 1-0 pour nous. Si on veut marquer le but, il faut qu'on a les palais. Et après, il ne faut pas oublier qu'il faut être solide défensivement. Parce que là, c'est 2 matchs gagnants, ce n'est pas le score qui compte, c'est les matchs gagnants. Donc on va encore à Courbevoie la semaine prochaine, donc on va préparer ça. Bon, maintenant, on les a joués, donc on sait à peu près qu'est-ce que c'est comme équipe. Et on verra la suite. On va là-bas pour chercher la deuxième victoire. Alors, je pense qu'on a loupé notre entame de match. Voilà, on a pris assez rapidement 3 buts. Par la suite, on a, je trouve, très bien réagi. Après, notre agressivité, c'est une agressivité positive. Il y a un certain nombre de décisions d'arbitrage qui ont été un peu surprenantes. Voilà, dont de mémoire le 5e but où moi je suis au-dessus de la ligne bleue et le joueur est hors jeu. Donc c'est un but très litigieux qui fait tourner un peu le match. C'est les playoffs. Voilà, l'entame de match est importante. Mais je pense que ça nous a peut-être réveillé un petit peu et on attend La Roche la semaine prochaine avec beaucoup d'envie, beaucoup de frustration par rapport à ce soir. Et voilà, on a hâte d'être à la revanche. Ouais, image et interview signée Thibaut Grasset. Il y a des résultats de rugby maintenant avec le championnat de fédéral 2 tout d'abord. Lors de la 18e journée, le FCY, l'équipe de La Roche-sur-Yon, s'est imposée face à Évreux 46-14. Les Lyonnais sont 6e au classement et se déplaceront à Versailles dimanche prochain. À l'étage en dessous en fédéral 3, l'équipe des Sables d'Olonne s'est imposée à Saint-Sébastien-Basse-Goulaine 27-23 lors de la 15e journée. Le RC Sablé toujours solide leader avec 14 victoires et une seule défaite. Prochaine journée dimanche prochain avec la réception de Trignac. Du volleyball avec la Nationale 3 masculine et la défaite de Montaigu-Vendée-Boufféré à Poitiers 3-7-0. Les Montacutins 7e au classement avec un match en retard qu'ils joueront samedi prochain face à Tours. Et puis en Nationale 3 féminine, toujours en volleyball, victoire des Landgenusson à Brest 3-0. 3e victoire de l'AS Landaise, 9e au classement. Prochain match le 15 mars à domicile face à Saintes. On termine avec des images de voile et du Vendée Globe avec l'arrivée de Manuel Cousin au Sables d'Olonne samedi en milieu de journée. Le skipper coup de pouce a franchi la ligne à 13h40 après 111 jours de course, soit une semaine de plus que lors de sa première participation en 2020-2021. Le Normand basé au Sables d'Olonne n'a pas été épargné par les galères durant son tour du monde. Il a pu les oublier lors de sa très belle remontée du Chenal où un nombreux public était présent pour l'acclamer. Sur le ponton de Port-Olona, vous le verrez dans quelques instants, il a été accueilli par la ministre du Tourisme mais aussi par son ami Arnaud Boissière qui lui a été contraint à l'abandon sur cette 10e édition. Je ne m'attendais pas à avoir autant de monde et je voulais vraiment remercier. Il n'y a pas que les Sablais, mais les Sablais, il y a les gens qui viennent de l'étranger aussi. C'est un truc de fou. Et c'est bête, mais moi Arnaud, c'est bête, mais on s'attend évidemment à avoir un accueil, à avoir du monde, mais à ce point, c'est dingue, quoi. C'est juste dingue. Donc ça paraît bête, mais juste un très très grand merci à tous les gens qui ont suivi l'aventure, parce que finalement, on part pour une course et il se passe ce qui se passe et ça finit en aventure. Et depuis le Cap Horn, c'est un peu, pour ceux qui ont suivi, c'est un peu galère, quoi. Je crois que j'ai fait que du prêt ou quasi depuis le Cap Horn. Mais voilà, c'est comme ça et je suis tellement heureux d'arriver. J'ai beaucoup de chance d'être là, d'arriver, parce que je pense à d'autres copains, amis qui ont malheureusement pas pu arriver là avec leur bateau. Mon nono, je pensais à toi. Bravo à toi. Merci pour tes messages. Merci beaucoup.
Ah, cette belle embrassade entre Manu Cousin et Arnaud Boissière. Il reste 2 concurrents en mer, Fabrice Amédéo, dont l'arrivée est programmée ce mardi après-midi, et puis le Belge Johnny Van Wittberg qui pourrait rallier les Sables d'Olonne ce week-end, donc certainement hors délai puisque la ligne d'arrivée fermera vendredi matin à 8h. C'est la fin de ce 85 chrono. Merci beaucoup de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt sur TV Vendée.